Quand vous racontez des choses, vous n'avez pas d'image. Comment vous allez pouvoir raconter ça? Notamment quand on a des citations, et on veut illustrer ces citations. Et comment faire? Alors, il y a plusieurs choix. Il y a par exemple le docu-fiction. On va faire tourner des comédiens. Alors, ça n'a pas été notre choix. Notre choix, ça a été d'aller puiser dans les films de fiction. D'aller puiser, y compris dans les dessins animés, les films de propagande, souscrivez à l'emprunt, etc. Et donc, vous voyez, quand on parle de ces maris qui rentrent du front, vraiment obsédés par l'adultère, et qui vont tuer parfois leur épouse, on n'appelait pas des féminicides à l'époque, on disait des crimes passionnels, passons sur le terme, mais il n'y a rien pour illustrer ça. Il n'y a absolument rien. Or, on a des tas de fictions. Il suffit de prendre un extrait de fiction où on voit un jugement. Et voilà. Donc on a utilisé énormément de films de fiction, des courts-métrages, des longs-métrages, d'époque. Et voilà, on a réussi à se... C'est pas la première fois qu'on fait ça. Les premiers à l'avoir fait, c'est Les Aventuriers de l'Art Moderne sur Arte. Une formidable série qui racontait comment, voilà, elle était apparue l'art moderne avec Picasso, Braque, etc. Et ils avaient utilisé, quand ils disaient Picasso se bagarre avec Apollinaire, ils sont absolument pas d'accord, etc. On n'avait absolument pas d'image de... Et ben, ce qu'il montrait, c'était un court-métrage où on voyait deux hommes qui se disputaient, qui cassaient de la vaisselle. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est formidable. Mais on peut tout raconter. Même quand on n'a pas d'image, on va aller prendre de la fiction. Et puis, vous n'êtes pas dupe. Quand vous voyez ces images, vous savez qu'il y a des images dans le cadre fictionnel. Ils sont super maquillés, ils jouent outrageusement. Et ensuite, ce qu'on a fait aussi, on a aussi utilisé des comédiens, c'est le frère du réalisateur, c'est moi, c'est un copain, voilà, nous utilisons des photos d'époque. Vous avez sans doute vu par exemple la photo de la mobilisation, où tout le monde regarde la mobilisation de ça, c'est une photo, et en fait on est sur fond vert, et on nous place, et il y a le gars, voilà, l'acteur, il se retourne comme ça, et tout d'un coup la photo s'anime, il y a quelqu'un dans la photo qui bouge. La première fois que ça le fait, on est surpris. Bon, après le procédé revient. C'est pas une manipulation, parce qu'on prend une vraie photo, et puis simplement on l'anime. Ça change rien, simplement on veut, si ça marche, simplement on veut rendre l'image plus dynamique qu'une photo qui resterait là pendant 10 secondes. On veut la dynamiser pour retenir l'attention, capter l'attention, et essayer toujours d'arrimer. Parce que la question, quand vous faites un film, et toujours en première partie de soirée, c'est retenir la personne. Et c'est pas facile d'attirer des gens à regarder de l'histoire et de les retenir. Donc on essaie de trouver des... Donc voilà, mes différentes sources. On a les films traditionnels de l'ECPAD, du service cinématographique des armées. On a les archives Pathé, Gaumont, et puis quelques archives étrangères, mais pas tant que ça. Et voilà, ce qu'on s'est appuyé, sur des courts et des moyens et des longs métrages d'époque. Des dessins animés, voilà, on s'est beaucoup amusé. Mais par contre, c'est long, parce qu'il faut décortiquer pour essayer de trouver les bons passages qui pourraient illustrer. Voilà. Alors c'est amusant, et en même temps, c'est chronophage comme pas possible. De 1918, ça passe très vite, du fait, début 2018, la France est au 50e dessous, les Allemands sont presque à Paris, et puis soudain, les Allemands se mettent à se rendre, oui, au mois de septembre, au mois d'août, et tout bascule en 3 mois. C'est vrai que, et donc, est-ce qu'il y avait une information un peu des Français à ce moment-là, avec une censure qui faisait face, en effet, ou une propagande qui a fait changer l'état d'esprit? Il y a une espèce de miracle qui se fait à la fin du premier trimestre 2018, 1918, où ça bascule tout d'un coup, là, voilà, c'est la question. Alors la propagande, oui, elle a évolué pendant la guerre, parce qu'on ne peut plus être aussi grossier qu'en 1914, en 1918, ça ne passe plus.
Il y a des consignes d'ailleurs, dès 1915, pour dire bon, les histoires d'Allemands barbares qui coupent les poignets des enfants, ça on ne veut plus en entendre parler, parce que, ou des Allemands lâches qui se rendent pour une saucisse ou un bout de pain, ça marche plus. Hein. C'est même une façon de. C'est même déshonorant pour les poilus qui les combattent et qui savent que ce ne sont pas des lâches. Ils les ont en face d'eux, hein, et c'est très dur. Vous trouvez que ça va vite, effectivement, peut-être qu'on était à 80 minutes et on se dit oh là là, il reste plus que 10 minutes. Non, c'est pas ça seulement, c'est que effectivement les choses vont aller vite et on ne veut pas, on veut rester à l'arrière, on ne veut pas rester trop à l'avant. Donc ce qu'on dit, ça va très vite, on dit à un moment donné, l'Allemagne s'effondre. Parce que cette guerre, en fait, c'est la première des guerres totales. Donc, guerre totale, première des guerres industrielles, première des guerres totales, ça signifie la mobilisation totale de toutes les énergies, de l'industrie, des finances, des esprits, des bras, des hommes, des femmes, bon, bref, de tout le monde. Et donc, c'est ça la guerre totale, et les Allemands, eux, sont allés au bout de la guerre totale, et à un moment donné, ils ne peuvent plus aller plus loin. La France a encore des ressources, l'Empire colonial, et elle a aussi, à partir de 1917, la ressource des Américains, financièrement, et puis c'est 2 millions d'hommes qui vont arriver. Donc à terme, elle aura la victoire. Il lui suffit de tenir. Il lui suffit de tenir. C'est pas évident, mais il faut tenir. L'Allemagne, c'est pas la même chose. Chaque jour qui passe, c'est un jour en moins vers la victoire. Plus le temps passe, moins elle pourra gagner la guerre. Et on le dit assez rapidement, en quelques dizaines de secondes, on dit qu'à un moment donné, l'Allemagne n'a plus assez d'hommes, plus assez de pain, plus assez d'argent, plus assez de fer, plus assez d'essence. Elle n'a plus, à un moment donné, elle est au bout du rouleau. Elle peut mobiliser toute sa population, elle peut réquisitionner tout, elle ne peut plus. Quand elle produit 10 sous-marins, on lui en coule 20. Vous voyez, tous les jours, elle est en situation de régression, tous les jours. Voilà. Donc elle est allée au bout de la mobilisation totale. La France n'est pas allée au bout. Enfin, elle n'est pas allée au bout, elle n'est pas... si, elle est allée de la même façon, mais je veux dire, elle avait encore des ressources. Voilà, elle n'avait plus de ressources, l'Allemagne. Elle était victime d'un blocus depuis 1914, et elle était asphyxiée. Les gens crevaient de faim. Mais comme on ne veut pas parler du front, et donc on a fait le choix de rester sur l'arrière, ce discours est assez court. Qu'est-ce qu'on savait à l'arrière de tout cela? Eh bien, il y a une grande terreur, parce qu'il y a effectivement, la propagande dit il faut tenir, les Allemands vont nous attaquer, parce qu'on sait qu'il y a eu la révolution russe, on n'en a pas parlé non plus, mais quand il y a la révolution russe, la révolution bolchevique, il y a un armistice aussitôt le 15 décembre 1917, et puis la paix, la de Brest-Litovsk en mars 1918. Et on sait donc, pendant les négociations de paix depuis l'armistice de décembre 1917, on sait que les Allemands vont signer la paix, qui vont retirer 1 million d'hommes du front oriental et hop, l'envoyer sur le front occidental, et qui vont mener une énorme offensive, et c'est la dernière des offensives, parce qu'il faut la faire avant que les Américains soient là. Hein, qui avancent, ils arrivent très lentement, ils ne vont pas au feu, ils se forment, c'est les Français qui les forment. Et donc, ils vont mener une offensive terrible au printemps, et tout le monde le sait. Et la question, c'est est-ce qu'on pourra tenir, ou est-ce qu'on sera enfoncé? Est-ce que, voilà, ils gagneront la guerre avant que les Américains arrivent, ou bien est-ce qu'on va tenir, et à partir de ce moment-là, on gagnera en 1919, peut-être en 1920 au pire. Hein, c'est ça les projections. Et donc la propagande, c'est ça, c'est tenons, non, ils ne passeront pas, c'est ça, mais la réalité, c'est quand les Allemands attaquent, en mars, en avril, en mai, en juin, eh bien, il y a une situation de panique à Paris, je crois qu'on l'a dit. On retrouve la situation de 1914, où les Allemands approchent, ils sont à Château-Thierry. Hein, de nouveau à Château-Thierry, ils sont sur la Marne. Alors, ils ne sont pas aussi proches qu'en 1914, où c'était un mot, mais quand même, c'est de nouveau la panique, de nouveau l'exode. On a des super images on les a pas mises, mais d'enfants de Paris qu'on envoie dans les provinces, de l'Ouest, dans le Midi, pour les protéger des bombardements. Alors on évoque juste le bombardement de l'église Saint-Gervais, voilà, pendant le Vendredi Saint. Mais sinon, des bombardements, il y en a tout le temps au printemps 1918. Des bombardements par avion, et des bombardements par les Gotha, hein, et des bombardements par les canons, le fameux Max Lelon, qu'on appelle improprement la Grosse Bertha. On n'entre pas dans les détails, on dit la Grosse Bertha, même si c'était pas ça. Parce que la Grosse Bertha était un obusier de 420 qui pouvait tirer un maximum à 30 km. Là, c'est un obusier allemand qui tire à 120 km de distance. On invente des prodiges. Hein. Voilà, puis la Seconde Guerre mondiale inventera les premiers missiles. Voilà, mais c'est fou le progrès technique, on va dire. Fabrication de canons, et on attend d'avoir la supériorité numérique avec les Américains qui finiront par arriver. Donc, à l'horizon 19, on gagnera, on reprendra une énorme offensive.
Si les Allemands nous laissent faire, hein, en gros c'est ça. Et pour les Français, mais c'est désespérant, c'est désespérant. Là, quand est-ce que ça va finir cette histoire? Et les soldats se mutinent, ils en ont assez des chiffres finalement. Et à l'arrière, on a perdu aussi, parce que c'est pas étanche, il y a les lettres, hein, il y a les permissions entre l'avant et l'arrière. Et les gens à l'arrière qui se serraient la ceinture, qui souffraient 1000 maux, eh bien, eux aussi, ils n'acceptent pas, les ouvriers. Parce que jusque-là, on ne l'a pas dit, on n'a vraiment pas assez de temps. C'est 90 minutes, on pourrait croire qu'on a du temps. Et vous voyez, on peut me dire, vous n'avez pas assez parlé de ça, vous n'avez pas parlé de ça, et vous avez tout à fait raison. Mais le problème, c'est qu'on doit faire des choix et on doit progresser. Une ouvrière, elle gagne 3 francs, une midinette, vous savez, une ouvrière dans la couture. Elle gagne 3 francs par jour. 3 francs par jour. Un litre de lait, c'est 1 franc en 1917. Ah, un pain, 50 centimes. Voilà ce que c'est que la vie chère. Et là-dessus, vous allez vous priver pour économiser des petits centimes pour pouvoir envoyer un colis à votre frère, à votre fiancé. Et puis il faut payer son loyer, il faut se chauffer, il faut se vêtir. Mais vous vous rendez compte ce que c'est? Eh bien, depuis 14, on se serre la ceinture parce que je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre, il y en a qui versent leur sang. Alors moi, j'ai qu'à bosser, et puis voilà. Mais à partir du moment où vous n'avez plus d'horizon, là, les gens commencent à gueuler, quoi. Non, c'est plus possible, il y en a marre, il y en a marre. Et vous avez vu dans les grèves, elles demandent 1 franc de supplémentaire, 25% d'augmentation. Et puis aussi, la semaine anglaise, c'est-à-dire le samedi après-midi chômé. Ils avaient le dimanche, mais enfin, ils avaient un jour par semaine, ils veulent aussi le samedi après-midi chômé. Et bon, on va leur donner, hein, pour que ça se calme vite, allez, reprenez le boulot. Mais quand il y a des manifestations, au début, l'opinion dit « Oh, bravo, oui, c'est vrai, elles sont trop mal payées, c'est un scandale. » Puis ça s'étend, et commence à y avoir les munitionnettes, pas seulement les ouvriers dans la couture, ça commence comme ça en mai, ça s'étend aux munitionnettes dans les usines de guerre. Et alors là, là, la presse, elle dit plus bravo les femmes, défendez votre pouvoir d'achat. Là, c'est attention, il y a parmi elles d'affreux agents allemands ou socialistes qui pourrissent l'esprit. Voilà, et hop, on essaye de discréditer le truc. Et on s'aperçoit dans les manifestations, y compris les manifestations d'ouvrières, de couturières, que nous voulons nos 1 franc, nous voulons nos 1 franc. Ça, c'est les slogans. C'est le slogan. Mais de temps en temps, fuse, et on l'a dit, rendez-nous nos maris. Et là, rendez-nous nos maris, ça commence à être chose que nous voulons, nos 1 franc. C'est très dangereux de laisser, pour le pouvoir, laisser ces manifestations se développer, parce que ça va... Vous voyez, il y a quelque chose de politique aussi derrière. On a l'impression que c'est uniquement social qui veut une augmentation, et effectivement, c'est la seule façon de protester légalement dans le cadre acceptable de l'union sacrée. Mais quand on entend « rendez-nous nos maris », on voit bien qu'on est en train de sortir de ce cadre. Et, allez, oui, augmentation, pression sur les patrons. Allez, hop, et 1 franc, et hop, et oui, le samedi, on le fait voter. Et voilà. 1914. Oui. Donc c'est parfait pour être un saint socialiste. Et ainsi être revendiqué autant par les communistes que par les socialistes, et avoir sa première statue élevée en URSS, pas en URSS, en Russie soviétique, en 1918, dès 1918. Qu'aurait-il fait le 1er août 1914? Ça, c'est autre chose. Mais il est mort le 31 juillet, donc on ne va pas faire des... Vous pensez qu'il aurait changé d'avis? Vous pensez qu'il... Mais en fait, Non, mais je sais pas, c'est étonnant. Non, mais c'est étonnant. Je veux dire, la position de Jaurès, c'est celle-là. C'est une position internationaliste. Et sa position, elle l'a défendue dans tous les congrès socialistes. C'est, en cas de grève, faisons la grève générale. Et il demande à ses camarades allemands et à tous les camarades des partis socialistes, en cas de guerre, faisons la grève générale. Et on se met d'accord. Ainsi, personne ne pourra nous envoyer à la boucherie. Car s'il y avait une guerre, hop, bras croisés, des ouvriers refusent la mobilisation, et puis rien ne marche. Ni le train, ni quoi que ce soit. Et donc, il faut faire comprendre à ces tyrans, à ces bourgeois, que le peuple n'acceptera pas d'aller à la boucherie. Ça, c'est la position. Mais, quand ils la défendent dans les congrès internationaux, les socialistes allemands disent écoutez, c'est une bonne idée, mais vous allez peut-être la faire, la grève générale, parce que, bon, c'est une démocratie, vous allez vous faire taper dessus, mais voilà, vous avez des droits, etc. Mais nous, on est un régime autoritaire, on a un empire, on va être brisé. Et puis, surtout, la Russie.
La Russie, le Parti socialiste, ça n'existe pas. Il y a une petite... des mencheviks, des bolcheviks, là, ils n'existent pas, ils sont clandestins. Et leurs chefs sont à l'étranger, ils sont très peu nombreux. Donc la Russie va nous envahir. Si on fait la grève générale, la Russie va nous envahir. Donc on ne peut pas faire la grève générale, parce qu'on a beau être socialiste internationaliste, on ne veut pas la défaite de son pays. Donc comme les socialistes allemands disent, on ne veut pas faire la grève générale, Jaurès se retrouve avec sa position de pacifiste et socialiste internationaliste, mais il se retrouve sans la main dans le vide, personne ne lui prend la main. Et il va défendre cette position jusqu'au bout, et donc il est le premier mort de la guerre, si vous voulez. C'est le premier mort de la guerre, mais il n'a jamais... Il a toujours été partisan, notamment d'une... il n'a jamais été pour une guerre offensive, mais il a admis la guerre défensive. Il a admis la guerre défensive. Et on sait... Bon, alors... Bon, Jean, j'en dis pas plus. Voilà. Vous avez apparemment vous avez un problème avec Jaurès. Non, j'ai pas un problème avec Jaurès, c'est-à-dire que Jaurès est une statue du commandeur, et un historien n'a pas de respect pour personne. Mais pour personne, il est la fidèle de personne. Il doit critiquer. Et voilà, bon, voilà, Jaurès, il doit s'effondrer, il pense, c'est oui, la crise, elle arrive très vite, elle commence le 23 juillet 1914, et lui, il pense que le gouvernement français, il a été reçu notamment par Abel Ferry, on en dit du bien Abel Ferry là dans le documentaire, mais il va voir, Jaurès, il va le voir, Abel Ferry, et Abel Ferry lui dit, il est secrétaire d'État aux affaires étrangères, et Abel Ferry lui dit, rassurez-vous, le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour retenir le bras de la Russie, parce que si la Russie mobilise, l'Allemagne mobilisera, parce que vous savez que l'Autriche-Hongrie attaque la Serbie, bon voilà. Et si la Russie mobilise, l'Allemagne mobilisera et la France mobilisera, et ça sera la guerre mondiale, enfin la guerre européenne d'abord. Et donc, Abel Ferry lui dit, oh là là, parce qu'on a les carnets de guerre d'Abel Ferry, enfin c'est son journal, dont on a tiré ces citations. Et il dit, oh là là, rassurez-vous Jaurès, hein, on retient le bras de la Russie, on lui écrit, etc. Mais c'est pas vrai, ils n'ont rien fait du tout. Ils ont berné Jaurès. Et à un moment donné, il le découvre quand il y a la mobilisation russe. Ils disent, mais ils m'ont berné complètement. Et là, il retourne voir Abel Ferry, et toujours dans le journal d'Abel Ferry, il raconte que Jaurès le menace, il lui dit, nous allons vous dénoncer, ministre à la tête chaude. Nous allons écrire un journal, nous allons écrire un article dans l'Humanité, enfin il ne dit pas ça comme ça, nous allons vous dénoncer devant les Français, vous nous avez fait la guerre. Et il sort pour écrire un article qui va dégager la responsabilité du Parti Socialiste dans la guerre qui vient. Il n'aura pas le temps, il se fait tuer au Café du Croissant. Alors donc, j'ai pas de problème avec Jaurès, vous voyez, c'est quand même... mais... oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est le gars qui défend la paix jusqu'au bout, et jusqu'à la mort. Donc on peut quand même s'incliner devant une personne comme ça. Mais il a écrit en 1910 La France et son armée, où il n'est pas du tout, comme dit, pour une guerre... il accepte la guerre défensive, et quand la France est à deux doigts de mobiliser, et qu'il voit que l'Allemagne va mobiliser, va entrer en guerre, il a cette phrase qui est rapportée, je ne sais plus par qui, pourvu que l'Angleterre intervienne. Donc il a déjà compris que la France va mobiliser, c'est fini, il va y avoir la guerre. Et donc pourvu que l'Angleterre vienne à notre secours, donc il est déjà dans autre chose. Mais on ne saura pas dans quoi puisqu'il est mort. Hein. Comme ça.